Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée d'Emmanuel Kant. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un problème classique en philosophie morale qui est celui du mensonge et de revenir sur la controverse qui a opposé le philosophe Stan et le grand Emmanuel Kant. En effet, en retravaillant sur les textes de Constant et de Kant, je me suis rendu compte il y a quelque temps déjà que le petit texte d'un prétendu droit de mentir par humanité de Kant était passionnant et très intéressant et constituait une réponse souvent écartée ou méconnue qui a lieu dans cette controverse. Et j'avais envie de vous faire part de mon analyse portant sur ce que j'estime être un grand texte, souvent mieux connu des kantiens que du reste des lecteurs par ailleurs. Le problème du mensonge est lié bien entendu à celui de la fausse promesse et présente un problème d'ordre éthique et quotidien. Est-il immoral de mentir, et si cela est tolérable moralement, jusqu'où le mensonge peut-il aller ? En effet, quand je donne ma parole à quelqu'un, j'engage ma responsabilité à tenir une promesse, car je génère une attente chez l'autre. Le mensonge peut donc avoir lieu dans le cas d'une fausse promesse ou d'une promesse non tenue, lorsqu'il subsiste un décalage entre des promesses et les attentes générées chez la personne à laquelle on a fait cette promesse, qui ne sont pas tenues. De façon plus générale, le mensonge est l'inadéquation volontaire entre un discours et la réalité. Je dis une chose, mais je sais que ce n'est pas ce qui a eu lieu ou que ce n'est pas en train de se produire. Je cache délibérément un aspect du réel en vue d'un profit personnel ou pour protéger quelqu'un. Et c'est justement le second cas qui suscite le débat, dans la controverse qui a lieu entre Kant et Constant. Peut-on mentir pour faire le bien de son prochain par une forme d'humanisme en somme ? Je prends un exemple simple et quotidien pour l'illustrer, à supposer que je n'ai pas encore perdu au moins la moitié de mon auditoire après 30 secondes de vidéo comme c'est souvent le cas. Si votre femme vous demande si elle a grossi, vous allez y réfléchir à 2 fois avant de lui dire oui. Je pense d'ailleurs que le commun des mortels s'abstiendra de dire « Bah oui, franchement ma chérie, là tu dois faire un régime, ça va plus du tout ma chérie. » Pourquoi ? Pas parce que j'ai envie de garder ma femme, sinon c'est de l'égoïsme et ou de l'hypocrisie et on n'en parle plus, mais parce que je n'ai pas envie de la blesser, et peut-être, en la blessant, de me faire blesser suite à ma déclaration véridique. Bref, dissimuler la vérité peut se défendre d'un point de vue moral, et aujourd'hui, très peu de personnes envisageraient que mentir soit un crime abominable. Ça peut tous nous arriver à un moment donné. Et pourtant, non seulement un croyant qui suit la Bible de près se trouvera obligé de considérer le mensonge comme une faute qu'il faut à tout prix éviter, mais en plus, Emmanuel Kant, lui, ne l'entendait pas du tout de cette oreille. Si Kant avait été marié, nul doute que sa femme l'aurait traité de goujat, autrement dit. Mais nous n'allons pas spéculer sur les raisons pour lesquelles Kant ne s'est jamais marié, et nous allons sans plus tarder en venir à un contenu plus sérieux et plus philosophique. Nous ne sommes pas de vulgaires vulgarisateurs, après tout, et nous sommes tellement plus soporifiques et ennuyants que ces influenceurs philo qui pullulent sur YouTube. Que nous dit Kant précisément ? Pour le savoir, il faut nous appuyer sur 2 passages précis des fondements de la métaphysique des mœurs. Le premier, issu de la section 1, où Kant nous dévoile la fameuse loi morale qui tient lieu de juridiction universelle. Il nous dit précisément que la raison nous amène à un respect immédiat de notre prochain et que le fondement de notre action doit toujours être, je cite, « l'estimation d'une valeur qui dépasse de loin toute celle de ce qui est mis en avant par l'inclination. Et c'est par la nécessité que mes actions soient accomplies par pur respect pour la loi pratique, qui constitue le devoir, devant lequel tout autre motif doit s'effacer, dans la mesure où il est la condition d'une volonté bonne en soi, dont la valeur dépasse tout. » Fin de citation. J'ai déjà fait une vidéo sur la morale kantienne, celle-ci en constitue un complément en un sens, mais je rappelle très simplement que pour Kant, pour qu'une action soit profondément bonne et morale,
pas seulement conforme au devoir, elle doit être accomplie par pur devoir. C'est de ça dont parle Kant ici, à propos d'une volonté bonne en soi, autrement dit une volonté idéalement bonne qui n'est pas déterminée de façon pathologique par des passions et des intérêts. La valeur qui dépasse de loin mes penchants égoïstes et mes inclinations propres, c'est le respect de l'autre comme un autre moi-même. Le devoir suppose ici le choix libre du respect de l'autre qui se veut désintéressé, sans calcul d'intérêt. Ce qui est important pour Kant, c'est que l'action soit exemplaire et puisse avoir une valeur universelle. Autrement dit, mon action est vertueuse si en étant étendue à l'ensemble de l'humanité, cette dernière peut cohabiter en paix et si elle ne relève pas de l'égoïsme. L'autre, sa dignité humaine, qui le caractérise en tant qu'individu autre que moi, doit me faire sentir tout petit. Je n'ai aucun droit légitime à penser du point de vue de la raison que ma petite personne et mes petits intérêts personnels ont plus de valeur que le respect de mon prochain. D'ailleurs, dans sa critique de la raison pratique, en analytique de la raison pure pratique, Kant décrit ce sentiment de respect envers la loi morale comme étant ce qui suit un sentiment d'humiliation lorsque le sujet réalise qu'il n'est rien face au respect de l'autre et à travers lui le respect de l'humanité. Bon, c'est bien joli tout ça, mais concernant le mensonge, est-ce que ça ne pose pas un petit problème ? On peut facilement s'entendre sur le fait que le vol ou le meurtre ne peuvent pas être universalisés sans que cela soit le chaos à l'échelle de l'ensemble de la société. Mais qu'en est-il concernant le mensonge qui peut s'avérer utile dans bien des circonstances, ne serait-ce que pour éviter de vexer notre prochain parfois, dans l'exemple précédent ? Eh bien, Kant répond à cela de façon claire et en même temps c'est prévisible, dans la deuxième section, toujours des fondements de la métaphysique des mœurs, je cite, « Universaliser une loi selon laquelle chaque individu, croyant être dans le besoin, pourrait promettre tout ce qui lui vient à l'esprit, avec l'intention de ne pas tenir ses promesses, cela reviendra à rendre même impossible le fait de promettre, ainsi que le but qu'on peut lui associer, dans la mesure où personne ne croirait à ce qu'on lui promet, et qu'au contraire tout le monde rirait de telles déclarations en n'y voyant que de vains subterfuges. » Fin de citation. L'exemple que prend ici Kant est simple, il s'agit de la fausse promesse. Si vous faites une promesse que vous ne tenez pas et si tout le monde se met à faire de même, si le principe de l'action est universalisé donc, eh bien, on obtient une société d'individus qui ne se font plus confiance. Puisque tout le monde sait par expérience que les promesses ne sont que des blagues. Il n'y a même plus de promesses possibles d'ailleurs, puisque plus personne ne se risquerait à y croire, personne ne se tenant à ce qu'il promet. Par conséquent, le mensonge pour Kant n'est pas moral évidemment, mais surtout, il ne permet pas d'envisager une société d'individus reliés les uns aux autres par une forme de confiance. D'une part, je n'aimerais pas que l'on me mente, quand bien même la vérité peut blesser ou ne pas être agréable à entendre, il en va de la dignité humaine de la personne qu'on lui dise la vérité, puisque, ne voulant pas être trompé, je dois considérer que l'autre est digne du même traitement que celui auquel j'estime avoir droit, mais surtout, au-delà de la dignité et du respect que je dois à mon prochain, une société où le mensonge serait une maxime d'action valide et universelle ne pourrait pas fonctionner. Les contrats deviendraient caducs. Par exemple, si je suis locataire d'un appartement et que le proprio ne peut pas me foutre dehors sur un coup de tête par contrat, mais qu'il ment en s'engageant à respecter ce contrat pour faire l'inverse ensuite, je peux me retrouver dehors à tout moment et je ne ferai confiance à personne pour m'engager dans la moindre forme d'association. C'est donc le fondement même de toute société qui est menacé par le mensonge, selon Kant. Mais précisément, l'absence de mensonge et le caractère véridique de toute déclaration ne constituent-ils pas, pourtant, des devoirs trop exigeants pour être toujours respectés dans la pratique ? Il faut bien comprendre que l'approche kantienne se veut radicale,
car déontologique. La déontologie est une posture éthique et philosophique qui place le respect des devoirs devant toute autre chose. Si par exemple je suis médecin et que j'ai prêté serment pour soigner n'importe quel patient et que l'on m'oblige à soigner un terroriste qui vient de tuer une pauvre mamie dans une église, c'est déjà arrivé malheureusement, plutôt que de le laisser crever, je suis tenu de respecter ce serment d'Hippocrate qui m'oblige à un devoir de neutralité. De la même façon pour Kant, je suis obligé de respecter l'autre dans sa dimension humaine identique à la mienne et de lui dire la vérité, peu importe les conséquences que cela pourrait avoir. Et c'est le texte qui va nous intéresser ici, c'est l'extrait du chapitre 8 tiré de son ouvrage Des réactions politiques, dans lequel il s'attaque à la morale kantienne et au problème épineux du mensonge. Pour rappel, ce qui compte, ce n'est pas comme pour Kant la valeur du principe de l'action a priori, mais sa valeur a posteriori une fois que l'on a pu en constater les effets empiriquement. Si ce principe dans les faits en étant appliqué au niveau politique notamment rend davantage heureux les gens, alors il convient de le sauvegarder et de continuer à l'appliquer. Concernant le mensonge, Constant dit précisément que l'on ne doit la vérité qu'à ceux qui en ont le droit. Plus précisément, Constant, tout en provoquant un peu Kant qu'il ne nomme jamais directement en se contentant de l'appeler le philosophe allemand, ce qui aura le don d'irriter Kant qui le nommera en retour le philosophe français, défend une position qu'il n'estimera pas radicalement opposée à celle de Kant, contrairement à ce que l'on peut parfois penser, mais une position qu'il estime être intermédiaire. Constant estime en effet que l'inflexibilité de l'impératif catégorique ne peut coller avec la multiplicité des situations particulières dans lesquelles le mensonge nous est imposé par les circonstances. Pourtant, Constant admet que Kant a raison lorsqu'il dit que la vérité est un devoir. Il reconnaît également qu'une société où le mensonge est récurrent n'est pas viable, et il conçoit que la duperie n'est pas quelque chose de vertueux en tant que tel, puisqu'il peut nuire au bonheur de l'autre et ne légitime pas ainsi le fait de mentir par intérêt personnel. Cependant, il existe des situations où le mensonge n'est pas une faute morale, mais peut même passer pour un acte vertueux. L'exemple de Constant est très connu, mais si un ami est hébergé chez moi et qu'il est poursuivi par un bandit, si le bandit tape à ma porte et veut savoir si j'ai vu cette personne, je vais bien devoir lui mentir pour protéger cet ami et éviter qu'il ne se fasse tuer ou subisse des choses terribles parce que je l'aurais ainsi livré aux brigands. Cet exemple, bien entendu, est intemporel et possède une résonance particulière avec les heures sombres de notre histoire. Comme on dit, il paraît préférable de mentir à un nazi pour protéger des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque dire la vérité reviendrait à collaborer et à être soi-même une belle enflure de collabos. Par cet exemple du brigand dangereux qui veut savoir où se cache sa victime, Constant veut montrer qu'il faut examiner les conséquences de l'action de façon immédiate plutôt que de s'en tenir de manière rigide à une règle, en l'occurrence toujours dire la vérité. De fait, Constant propose un principe qu'il estime être un principe intermédiaire destiné à empêcher que le devoir de vérité n'ait plus aucun sens et pour éviter que le mensonge puisse devenir un principe d'action arbitraire que nous utiliserions simplement quand ça nous arrange, ce que Kant voulait à tout prix éviter par ailleurs, et là-dessus Constant le rejoint, mais il pense que justement il a pas trouvé ce principe intermédiaire, alors il va un peu l'aider, il est gentil. Le principe est assez simple à comprendre, c'est le suivant: il n'y a de devoir de vérité que là où il y a un droit à la vérité. En effet, là où il y a droit, il y a aussi devoir, et réciproquement, puisque l'on ne peut envisager une société sans la moindre obligation, où tout le monde aurait tous les droits. S'il y a des droits, il faut bien qu'il y ait une contrepartie, sinon ça peut pas le faire. Ni une société où il n'y aurait que des devoirs et aucun droit. Ça serait une horrible dictature radicale ne laissant la place à aucune forme réelle de liberté. Par conséquent, l'idée de devoir est inséparable de celle de droit pour Constant. Et justement,
Se faire un devoir de dire la vérité à quelqu'un qui n'y a pas droit n'a aucun sens. Le brigand qui veut la peau de mon ami, en l'occurrence dans cet exemple, n'a aucun droit à la vérité, puisqu'il veut l'information que j'ai en ma possession pour nuire à quelqu'un et peut-être même le tuer. Je n'ai donc nullement le devoir absolu de dire la vérité, mais un devoir relatif à une circonstance qui peut autoriser que je dise la vérité. Si la personne a le droit à la vérité et en est digne, il est normal et légitime moralement que je dise la vérité. Il n'y a pas de problème. Mais à l'inverse, puisque personne n'a, selon l'expression qu'utilise Constant dans le texte, je cite, droit à la vérité qui nuit à autrui, alors il n'y a pas à dire une vérité qui nuirait à quelqu'un. Il y a donc un principe de droit à la vérité qui permet de considérer le devoir de vérité relativement aux situations et qui n'en fait pas dans la pratique un devoir à caractère absolu. Et là, généralement, on enterre la morale kantienne et on se dit « Ah bah oui, évidemment que Constant a raison, qu'est-ce qui nous embête l'autre avec son rigorisme moral ? Il se retrouverait dans une situation où il serait obligé de vendre ses amis par respect pour son maudit impératif catégorique ? Oh, il faut être sérieux, franchement. » Sauf que, pas si vite l'astico, Kant n'a pas été réduit au silence par Constant, et il a tout de même écrit une réponse que malheureusement on passe souvent sous silence. Il s'agit d'un petit texte très très intéressant dont je vais vous parler à présent, enfin, et qui se nomme « D'un prétendu droit de mentir par humanité ». Bon, déjà, rien que dans le titre on devine que Kant se moque un peu de la thèse de Constant, puisqu'il estime que dire la vérité par humanisme est une prétention, d'un prétendu droit de mentir par humanité, et qu'il n'y a rien d'humaniste dans le fait de mentir. Bon, déjà, ça commence mal. Ensuite, donc le titre est déjà piquant en lui-même, mais là où ça devient intéressant, c'est de voir comment le plus grand philosophe des Lumières va se défendre du haut de ses 73 ans face à ce jeune homme de 30 ans qui ose attaquer sa doctrine morale. En effet, n'importe quel défenseur d'une morale aussi inflexible que celle de Kant aurait bel et bien été embêté face à un tel argument et à un contre-exemple accablant aussi problématique qui semble balayer d'un seul revers toute prétention universelle et absolue d'un devoir de vérité. Mais Kant ne l'entend pas de cette oreille et il va contre-attaquer et soutenir une position qui nous paraît bien volontiers, statistiquement parlant, comme étant insoutenable. Je ne peux décemment pas, au nom d'un devoir de vérité que j'ai considéré par ma raison comme un absolu, dénoncer une personne et entraîner sa mort. Ça paraît absurde, on est d'accord. En me prétendant moral en plus par-dessus le marché, alors que je deviendrais paradoxalement immoral. Il y a une tension là, Bon, c'est intéressant, on est d'accord. De toute façon, si vous me suivez depuis longtemps et que vous êtes abonné, vous trouvez ça forcément intéressant. Eh bien, Kant, et je trouve ça prodigieusement admirable, va réaffirmer sa position avec aplomb. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais faut reconnaître qu'il est sacrément courageux et qu'il a... Vraiment, il a le courage de ses idées, il les affirme. Il va réaffirmer sa position avec aplomb et avec de nouveaux arguments en plus. Effectivement, la position de Constant est plus proche de notre expérience quotidienne du mensonge et plus proche d'un espèce de sens commun. Elle est donc largement plus confortable et bien plus facile à soutenir que celle de Kant. D'ailleurs, quand je travaille là-dessus avec mes élèves, ils vont forcément plus facilement aller dans le sens de Constant que celui de Kant. Mais c'est pas grave, Kant ne se démonte pas et il va attaquer Constant d'une façon très intelligente, en acceptant de considérer sérieusement, même si on sent un léger mépris par instant face à ce jeune coq, l'exemple que donne Constant, mais aussi de considérer le problème du mensonge du point de vue des conséquences. Kant ne va pas rabâcher cet argument éculé qu'on lui connaît à base de commandements sacrés de la raison, même s'il l'évoque rapidement en passant, mais il va dire à Constant, d'accord, examinons les conséquences du mensonge, puisque c'est ton truc, les conséquences, l'approche conséquentialiste qui me fait horreur, mais bon, passons. On va examiner les conséquences du mensonge dans ton exemple, mon petit. Mais d'abord,
Kant se moque un peu de Constant en lui disant que l'expression, bon c'est pas très important, c'est un détail, mais déjà il lui fait remarquer que l'expression droit à la vérité ne veut rien dire d'un point de vue logique et qu'il serait plus correct de dire un droit à sa vérité qui repose sur des informations que l'on nomme, que l'on juge comme étant vraies. Car si chacun disposait de la vérité comme d'une propriété, alors que c'est une norme universelle servant à se prononcer sur la validité d'un énoncé, cela entraînerait un grand n'importe quoi du point de vue logique. Kant parle de logique bien singulière, hein, pour se moquer, bon, voilà. Là il chipote, hein, mais bon, c'est pas encore ça qui va nous intéresser. Ensuite, Kant va employer un argument qui a mal vieilli et qui demeure intenable, aujourd'hui il faut bien l'admettre, en disant dans un premier temps une chose juste, qui est que Constant confond l'acte qui nuit à autrui et l'acte dont les répercussions peuvent potentiellement nuire à autrui, ce qui n'a rien à voir. Dans l'exemple que donne Constant, ce n'est pas le fait de dire la vérité qui nuit à autrui directement, ce n'est pas le sujet qui dirait au brigand qu'il héberge la personne qu'il cherche chez lui qui est responsable du sort qui attend notre ami, mais le brigand lui-même. Certes, par notre acte, nous sommes indirectement responsables du fait que le brigand le découvre, mais ce n'est pas nous qui avons voulu lui nuire, ni qui avons décidé de son sort. Et juridiquement parlant, mais c'est sur ce point que l'argument de Kant a vieilli et ne se tiendrait plus aujourd'hui, nous sommes condamnables si notre mensonge entraîne un dommage à l'autre sans que nous l'ayons voulu, plutôt que si nous avons dit la vérité. Dans le contexte juridique et historique de Kant, seul le menteur qui a entraîné quelque chose de grave sans le vouloir, parce qu'il a initialement menti, est condamnable. Donc à choisir entre dire le vrai et le faux du point de vue des conséquences, vaut mieux dire le vrai, même s'il se produit un truc qu'on n'a pas voulu et qui est lié d'une façon ou d'une autre au fait qu'on ait dit la vérité, on tombera pas sous le coup de la loi plutôt que si on a menti et que pas malencontreusement par notre mensonge on a entraîné un dommage. Bon, mais ce point-là n'est plus convaincant aujourd'hui parce qu'on sait très bien que si on dit la vérité à une personne dangereuse voulant tuer quelqu'un, on sera quand même tenu responsable de sa mort. On imagine mal l'avocat dire à la barre « Oui, mais au moins mon client a lu les fondements de la métaphysique des mœurs et il a respecté l'impératif catégorique kantien jusqu'au bout, hein. » Bon, ça tient pas, hein. Voilà. Là où en revanche l'argument de Kant est très intéressant, même si les non-kantiens iront peut-être l'accuser de faire preuve de mauvaise foi, va savoir, c'est lorsqu'il développe son principal contre-argument à partir d'une opposition ferme et établie entre le fait d'un côté et le droit de l'autre. Hein ? Fait et droit. Kant va reprendre l'exemple de Constant et il va lui dire « Ok, admettons qu'on mente pour protéger la personne qui est chez toi. Qu'est-ce qui t'assure que la personne que tu héberges ne va pas entendre le brigand qui a tapé à ta porte et qui vient d'arriver et qu'elle ne va pas chercher à s'échapper discrètement, par exemple en passant par la fenêtre, et tomber nez à nez sur son ravisseur, tout ça parce que tu lui auras menti et qu'il sera reparti aussitôt ? Ah, mauvais timing, hein, on est bien embêté. Dans ce cas-là, précisément, non seulement tu es condamnable juridiquement, bon, mais ça, on a vu que ça, aujourd'hui, ça tenait plus, mais en plus, tu as violé l'impératif catégorique pour rien, puisque tu as entraîné le mal que tu voulais éviter. Ah, donc là, c'est double peine. Non seulement tu as commis un acte immoral, mais en plus, les conséquences de ton acte, c'était même pas celles que t'avais prévues. Ah, t'es bien embêté. Donc on pourrait dire que c'est de la spéculation et qu'en fait on n'en sait rien, mais justement, c'est là où Kant veut en venir, on n'en sait rien. C'est pourquoi, et pourquoi justement, on n'en sait rien, parce que les faits qui constituent notre monde physique et matériel sont contingents. Les faits sont contingents, c'est-à-dire que ce qui est amené à se produire à la suite d'un acte est toujours un minimum imprévisible. On ne peut pas prévoir l'avenir de façon stricte. Alors peut-être qu'effectivement, si on dit au brigand, oui, il est là, je respecte la loi morale, oh mon Dieu, aïe aïe aïe. Bon, oui, on peut facilement prévoir que l'autre il va se faire choper. Mais oui, mais il n'empêche qu'il a très bien pu l'entendre et s'échapper, voilà, on n'en sait rien. Il y a toujours une probabilité
qu'on ne peut pas anticiper et qui nous échappent un minimum parce que les faits sont imprévisibles. Ce qui advient comporte toujours au minimum une légère part de hasard et par conséquent, miser sur ce que l'on croit qu'il adviendra, si on dit la vérité, c'est vouloir fonder le droit, celui de vérité ici, sur le fait, alors même qu'il s'agit d'un fait potentiel en plus de ça. Donc non seulement on veut le fonder sur le fait, mais en plus sur un fait qui n'est même pas encore advenu, et on estime qu'il adviendra alors que empiriquement on peut même pas encore l'affirmer. Donc il n'est même pas encore advenu, simplement parce qu'on l'estime prévisible. Non seulement en ne disant pas la vérité, il y a une chance non nulle pour que je crée un effet opposé à celui que je voulais créer, mais en plus, j'aurais fait un tort qui, pour Kant, va au-delà du fait d'avoir potentiellement nui à quelqu'un. C'est le fait d'avoir violé la confiance au principe de laquelle reposent tous les contrats, rendant possible toute vie commune et sociale. Donc c'est un tort fait à l'humanité pour Kant, et justement pour lui l'humanisme c'est ça, c'est l'exemplarité de l'action. C'est pas au cas par cas, à lui je lui dis la vérité, lui non. Hein. Non seulement la thèse de Constant est immorale, mais en plus elle est potentiellement dangereuse dans ses conséquences immédiates, mais elle est carrément mortelle dans ses conséquences lointaines, si elle en venait à se généraliser. En opposant le fait qui demeure toujours potentiellement imprévisible et le droit, qui possède une fonction normative et stable, par opposition, Kant montre ainsi que contrairement aux circonstances qui sont diverses et variées, et que l'on ne peut pas toujours forcément prévoir, quand bien même on pourra déceler un très fort indice qui finalement n'en est un qu'en apparence, le droit, lui, il bouge pas, car il est une forme universelle, conforme à la loi morale dans le système kantien, qui prône le respect de mon prochain en toutes circonstances. Bien entendu, ici, Kant parle d'un droit idéal réglé à partir de la loi morale, hein, pas du droit au sens positivisme juridique. Hein. C'est pas un droit arbitraire. Pour le dire très simplement, si l'humanité s'efforçait de respecter l'impératif catégorique, non seulement l'exemple que décrit Constant ne serait jamais advenu, mais en plus, il ne fallait pas, nous dit Kant, accepter initialement de mentir pour quelqu'un. Accepter de mentir pour rendre service à quelqu'un nous place déjà en défaut par rapport à la loi morale. Et donc, on va forcément se mettre dans une position délicate, le moment venu, devant le fait accompli, ou plutôt non encore accompli comme on le souhaiterait. Au-delà de ça, l'argument est simple si on le résume, on ne fonde pas le droit sur le fait. Les conséquences seraient nécessairement catastrophiques sur le long terme, quand bien même elles peuvent nous paraître séduisantes et confortables à court ou à moyen terme. En effet, qu'est-ce qui pourrait empêcher un État, au nom d'une situation qu'il estime être exceptionnelle, de rompre momentanément avec des principes assurant la dignité ou le respect de certains individus? En réalité, l'objection de Constant, tout en paraissant aller de soi initialement, semble un minimum contestable si on considère que les situations ne doivent jamais constituer des prétextes pour rompre avec des droits fondamentaux. Et c'est le sens de cette citation de Kant que je vais vous donner à présent et qui résume tout. Ce n'est jamais au droit de s'adapter à la politique, mais bien à la politique c'est bien la politique qui doit toujours s'adapter au droit. Fin de citation. En gros, mieux vaut miser sur la stabilité, sur la forme rassurante et universelle d'un principe rationnel, le respect de la dignité humaine qui passe par un devoir de véracité, plutôt que sur l'initiative de chacun en fonction des situations qu'il estimera préférables, sans pouvoir prévoir en totalité les éventuelles répercussions de ses actions. Mieux vaut une société avec des individus faisant preuve de transparence les uns par rapport aux autres initialement, ainsi qu'un État qui fait preuve de cette même transparence et ne s'amuse pas à bafouer ce principe lorsqu'il l'estimera nécessaire, avec ce que ça peut comporter de désagréments, car s'il existe un désagrément plus grand pour l'humanité que le fait d'être blessé par la vérité, c'est le fait de se sentir trahi ou de ne pas pouvoir avoir confiance en son prochain de façon globale. C'est ce qui doit nous amener à agir de telle façon plutôt que d'une autre,
et non ce que l'on estime, peut-être à tort, qu'il adviendra si l'on ne fait pas ce que l'on... si l'on on refuse de faire ce que l'on doit faire, et si chacun s'y tient et refuse de mentir pour qui que ce soit. Ce principe théoriquement inviolable demeurera inviolé en pratique. À la suite de cette controverse, un problème plus général nous apparaît. Est-on davantage humaniste lorsque l'on considère l'humanité à partir des individus et des situations particulières qui peuvent se présenter à nous, ou bien à partir de grands idéaux universels que l'on doit toujours appliquer à tous sans déroger à la règle? C'est sur cette question ouverte que je clôt mon analyse de ce grand texte philosophique qui donne à réfléchir, je trouve, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux enregistrements philosophiques.